Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Voici un condensé de l'actualité en images. 9e jour de grève pour l'entreprise Faurecia. Le personnel de SAS Intérieur Module se joint au mouvement, entraînant l'arrêt des chaînes de production des Smart. Ce matin, les salariés d'Ineos ont donc quitté le site. Le mouvement continue de prendre de l'ampleur. À Philippsbourg, on a inauguré le nouvel éclairage public et l'aire de covoiturage. Des chantiers pour un total de 33 000 €. La commune a déjà d'autres projets dans les cartons. Inauguration également à Sirstal du nouvel atelier municipal d'environ 300 mètres carrés. À la demande des arboriculteurs, un autre bâtiment est sorti de terre, un atelier jus de fruits, 2 projets à hauteur de 620 000 €. Les radars pédagogiques à Val-d'Ouz n'étaient plus suffisants. Après un test en 2020 avec des ralentisseurs provisoires, la commune implante actuellement des chicanes aux entrées du village. Les tout-petits aussi ont eu droit à leur festival du 7 au 18 mai à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Un accès à la culture important pour leur développement, avec des spectacles visuels et rythmés pour garder leur attention. Il était également question de conseil communautaire ce mercredi soir au Pays de Bitche. David, il a été express car la date fatidique approche. Oui, Uranie, le 30 mai prochain, la collecte des déchets évolue au Pays de Bitche. On fait le point tout à l'heure sur le nouveau règlement qui a été adopté. Tout à fait. En deuxième partie d'émission, nous partirons dans le passé, en 2013, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. L'occasion de retracer le parcours de Christophe Salin, sous-préfet de l'arrondissement, qui va bientôt prendre sa retraite. Il nous dira ce qui l'a marqué et ce qu'il retient de ses 9 ans de carrière à la sous-préfecture de Sarreguemines. Bonjour à vous. Bonjour. Mais avant, on démarre notre journal avec un énième jour de grève pour l'entreprise Faurecia. Depuis aujourd'hui, des personnels de SAS Intérieur Module ont rejoint les grévistes du début. C'est l'élément déclencheur qui a bloqué la chaîne de production des Smart. Ce matin, les salariés d'Ineos ont donc quitté le site. Une première victoire pour le personnel mobilisé. C'est un signal fort, et c'est un signal fort parce que notre intersyndical HAE a été rejoint dans ce mouvement par les collègues de chez SAS qui donc fournissent le cockpit intérieur, toute la façade intérieure, et c'est un chaînon manquant important qui s'ajoute donc à ce qu'on produit pour le véhicule, c'est-à-dire la carrosserie plastique. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un arrêt total et c'est un signal fort qu'on lance de détresse. Et on espère qu'on sera enfin entendu et enfin pris au sérieux par rapport à nos revendications actuelles. Vos revendications concrètement, c'est le fait pour les signataires de la clause de mobilité d'être repris et notamment à salaire égal ? Oui, c'est cela. C'est-à-dire que pour ceux qui sont donc sollicités aujourd'hui au recrutement par Ineos, on veut toujours que soient respectés les anciens engagements qui avaient été pris par Daimler et dont Ineos est censé reprendre en totalité, l'actif comme le passif. Et en ce sens, on souhaite que tous les salariés qui sont auditionnés, recrutés, soient pris à classification égale, à fonction égale et forcément à salaire le plus proche. Ce qui était dit à l'époque, c'était que les gens se verraient proposer jusqu'à 2 postes équivalents à leur fonction actuelle chez les sous-traitants. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle d'après vos dires, et au bout de 2 refus, vous pouvez être exclu de cette clause de mobilité, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors il y a des gens qui n'ont pas souscrit à cet engagement mobilité initiaux, il y en a d'autres qui ont reformulé une demande d'actualisation, mais très clairement, ce n'est pas mes dires, ce n'est pas nos dires de l'intersyndicale, c'est les dires de M. Steyer, qui est donc le PDG de Steyer, qui assume clairement et franchement lors de réunions officielles avec les partenaires sociaux, avec les pouvoirs publics, que cette clause ne pourrait pas être reprise en totalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très concrètement, on va proposer des postes de conducteurs de ligne, d'opérateurs plus, à des gens qui sont employés, techniciens, voire cadres dans nos entités respectives de sous-traitance, et donc ils vont y perdre jusqu'à parfois 25-30% de salaire. Et là-dessus, on peut pas accepter cela. Et pour la première fois aujourd'hui, le PDG d'Ineos Automotive SAS, Philippe Steyer, est venu sur le piquet de grève pour proposer une réunion avec les responsables syndicaux HAE et SAS. Elle vient de se terminer et sera suivie d'une réunion entre les représentants syndicaux et la direction de Faurecia à 14 h. Cette première rencontre entre les responsables syndicaux et Ineos n'a pas débloqué la situation. Ineos s'engage à assurer un effectif de 650 personnes et estime que ce qui est au-delà est du ressort de Daimler. Philippe Steyer se serait proposé de jouer l'entremetteur avec Faurecia, mais sans qu'Ineos mette la main au portefeuille. La grève de Faurecia reste donc à l'ordre du jour.
Et je vous propose maintenant de faire escale à Philippsbourg au programme modernisation de l'éclairage public, installation d'une aire de covoiturage et remise de médailles d'honneur qui se sont déroulées ce week-end. Mais d'autres projets sont encore dans les cartons, vous allez le voir, reportage. Le sous-préfet en visite dans une commune de l'arrondissement, une image récurrente ces derniers temps. Samedi, il était à Philippsbourg où les inaugurations ont laissé place à un petit tour des travaux en cours. Premier projet, la modernisation de l'éclairage public. Un projet en 2 tranches de 10 et 15 000 euros, subventionnés respectivement à hauteur de 50 et 35% par l'État. D'ici quelques semaines, les 70 points lumineux du village seront passés à la technologie LED. Grâce aux économies d'énergie réalisées, la commune aura amorti ses travaux d'ici 2 ans. Second projet, la réalisation d'une aire de covoiturage à la sortie du village, projet achevé en 2021. 8 000 euros, dont la moitié est financée par l'État. Une aire de covoiturage pour marquer aussi l'empreinte environnementale de la politique municipale dans un village qui est quand même traversé par 7000 véhicules jour, dont 10% de poids lourds. C'est dire l'utilité de ce point de rencontre des automobilistes. Pour limiter l'impact du trafic routier dans la commune, une baisse de la limitation de vitesse à 40 km/h est à l'étude. Des projets qui s'inscrivent dans une logique de développement durable. Je crois que la ruralité a beaucoup à faire en la matière pour préserver sa qualité de vie et pour se montrer surtout d'autant plus attractif. Je crois que c'est le défi de tous les instants quand on est maire, adjoint, élus municipaux d'une commune comme Philippsbourg aux confins des Vosges du Nord. Autre projet en cours, la création d'une voie de circulation douce pour les piétons, dont une partie a déjà été réalisée derrière la salle socio-culturelle. Ce chemin sera prolongé jusqu'à la route. Une autre voie sera mise en place dans la rue de Neuenhofen. Une liaison piétonne entre le secteur Mambar, qui est un secteur aggloméré de la commune, et les services et les commerces de proximité au village. Donc une première tranche pour le coup qui devrait démarrer d'ici quelques mois. Un projet de 125 000 euros soutenu par le département, la région et l'État. Ce petit tour s'est achevé par la remise de 2 médailles d'honneur régionales, départementales et communales échelon argent, soit 20 ans de service. Une pour le secrétaire de mairie Yannick Soria et une pour Stéphane Wimers, deuxième adjoint au maire. Le tout en parallèle de la fête des aînés. Philippsbourg a fait d'une pierre 3 coups. Et à Sirstal, il s'agissait de besoins urgents pour la commune. Le village a pu enfin inaugurer ce mardi ses 2 nouveaux ateliers en présence du sous-préfet de l'arrondissement. Le premier est un atelier communal et le second un atelier jus de fruits pour l'association des arboriculteurs. On revient sur l'événement dans ce reportage. Le manque de place n'est désormais plus un problème à Sirstal. La commune a acheté en 2003 ce terrain pour y construire 2 ateliers flambant neufs. Le sous-préfet Christophe Salin s'est déplacé pour l'inauguration. Le nouvel atelier communal d'environ 300 m² permet d'avoir assez d'espace pour ranger les matériaux et les véhicules utilisés par les ouvriers communaux. Il devait avant se restreindre à un petit garage. Juste à côté, l'association des arboriculteurs du village dispose désormais d'un atelier jus de fruits permanent, une nécessité pour la 60aine de membres qui devaient utiliser l'ancien atelier municipal, un bâtiment dont ils n'étaient pas les seuls utilisateurs et où la place venait à manquer. Cette nouvelle structure de 100 m² se faisait attendre. Le projet avait été repoussé à cause du Covid. Les travaux d'intérieur démarreront l'été prochain et seront aux frais de l'association. Le coût total des travaux avec l'achat du terrain s'élève à 629 000 euros. L'État et le département ont donné plus de 233 000 euros de subventions avec une participation de 8 000 euros d'enveloppe parlementaire. On va maintenant s'intéresser à la politique. C'est la chronique de David. Hier soir, nouvelle séance du Conseil communautaire au Pays de Bitche. Avant d'en venir au sujet principal de la soirée, c'est-à-dire les ordures ménagères, voici les autres points qui ont été abordés dans ce résumé signé Catherine Henrich. Avec seulement 9 points à l'ordre du jour, la séance du Conseil communautaire du Pays de Bitche n'aura duré qu'1 heure. Côté effectif, la CCPB procède à des aménagements de postes dans plusieurs services et en particulier dans le secteur direction sport, culture, petite enfance. Il s'agit d'augmenter le temps de travail de 3 postes d'adjoints techniques pour permettre d'étendre les plages horaires d'ouverture de la piscine de Rohrbach. Côté urbanisme, depuis l'annulation du PLUI, c'est le PLU qui est de nouveau en vigueur. La commune de Lemberg demande une modification simplifiée de son PLU pour une erreur de classement d'un secteur économique de la commune.
Une majorité de points d'ordre administratif ont été votés à l'unanimité, mais le principal objectif de cette réunion était l'adoption des nouveaux règlements de collecte des ordures ménagères qui entrent en vigueur au 30 mai prochain. Une nouvelle collecte qui suscite encore beaucoup d'interrogations chez les élus et les habitants du Pays de Bitche. Merci Catherine. Le point central de ce conseil, donc, c'était effectivement l'adoption des règlements de collecte des ordures ménagères. Pour ça, 2 documents, le règlement général de collecte des déchets ménagers et le règlement de redevance spéciale. C'est surtout le premier qui nous intéresse. Le second concerne uniquement les non-ménages, les professionnels, les entreprises. Le point a été adopté hier soir avec 2 voix contre. Alors, première question, pourquoi ce nouveau règlement et qu'est-ce qui va changer concrètement ? Uranie, on l'avait abordé à plusieurs reprises sur ce plateau, le sac orange du tri multiflux va disparaître. L'objectif, c'est de ne plus mélanger tous les sacs lors de la collecte et mieux valoriser les déchets triés. Au plus tard, ce sera début 2023, mais au Pays de Bitche, il y a une date à retenir, c'est le lundi 30 mai, c'est donc imminent, c'est demain. Alors, que deviennent les déchets recyclables ? La première solution qui a été proposée, c'est une borne, mettre en place des bornes d'apport volontaire. Ça a d'ailleurs été testé et mis en place dans certaines communes de la Casque. C'est comme pour le verre, Uranie, on transporte et dépose soi-même ses recyclables jusqu'à la borne la plus près de chez soi. Au Pays de Bitche, il a été décidé de maintenir un service de porte-à-porte. Les déchets recyclables continueront donc d'être collectés. Pour cela, de nouveaux bacs poubelles ont été achetés par la collectivité et mis à disposition des foyers. Il y a donc 2 poubelles par foyer, c'est bien ça. Comment ça fonctionne ? Oui, il y a le nouveau bac à couvercle Bordeaux où il faudra jeter les actuels sacs bleus et verts et l'ancien bac poubelle gris où il faudra jeter les déchets recyclables mais cette fois-ci en vrac, plus de sacs à l'intérieur. Il faut savoir qu'un kit explicatif va être envoyé à chaque foyer qui contiendra d'ailleurs un autocollant jaune à coller sur le couvercle du bac poubelle gris. Il est d'ailleurs visible sur l'image, vous pouvez le voir sur votre écran. Alors pourquoi jaune ? Parce que c'est la couleur des déchets recyclables à l'échelle nationale. À plus long terme, les poubelles endommagées seront remplacées par de nouveaux bacs avec un couvercle jaune directement dessus. Alors qu'en est-il des consignes de tri ? Est-ce qu'elles ont aussi évolué ? Oui, c'est d'ailleurs effectif depuis le mois de mars, même janvier, dans certains territoires. Ici, les sacs bleus et verts remplissent le même rôle qu'avant. Le tri, en revanche, devrait être plus facile puisque les sacs, films en plastique, pots, tubes, barquettes, autrement dit tous les emballages, font désormais partie des déchets qu'on peut trier, qu'on peut recycler. Et les recyclables, il faut les jeter dans, Uranie, la poubelle grise avec autocollant jaune. Exactement, c'était pour voir si tu suivais. Alors, avec 2 poubelles par foyer, comment va se passer la collecte finalement ? Bonne question, merci de me la poser. Dans chaque commune, les jours de collecte restent identiques. À Bitche, par exemple, le camion passe le mardi, il continuera de passer le mardi. Seule exception, Bettevillers et ses annexes, où la collecte aura lieu le mercredi après-midi au lieu du lundi après-midi. Mais le camion collectera un seul bac par semaine, c'est là la grosse différence. Il faudra donc distinguer les semaines paires des semaines impaires. En semaine paire, le camion collectera le bac à couvercle Bordeaux, qui contient les sacs bleus et verts, donc on le rappelle. Et en semaine impaire, il collectera la poubelle grise avec autocollant jaune qui contient les déchets recyclables en vrac. Uranie, prenons l'exemple de cette semaine, nous sommes en semaine 20 ou 20 si vous préférez, donc en semaine paire. Si le nouveau système était déjà en place, quel bac serait collecté ? Alors le bac à couvercle Bordeaux, et là où il y a les sacs bleus et verts. Exactement, tu fais un sans faute, Uranie. C'est d'ailleurs la poubelle qu'il faudra présenter la semaine du 30 mai au démarrage, puisque nous serons en semaine 22, donc en semaine paire. Ensuite, il faudra simplement alterner les bacs d'une semaine à l'autre. Attention tout de même concernant l'autre poubelle, la grise. Je vous parlais tout à l'heure d'un autocollant jaune. Il faudra qu'il soit collé sur le couvercle, sinon la poubelle ne sera pas collectée. Alors je reviens sur les déchets recyclables à la maison. Comment on fait pour les gérer alors maintenant ? Alors chaque foyer a sûrement déjà quelques idées, sa propre solution. Si vous aimez marcher, vous pouvez les jeter directement dans la grande poubelle à chaque fois que vous avez un emballage à jeter. Ou alors si jusque-là vous aviez déjà une poubelle dédiée aux recyclables dans la maison, vous pouvez continuer d'y jeter vos emballages avant de les mettre dans la grande poubelle. Attention, si vous continuez d'utiliser le sac orange à l'intérieur de votre maison ou si vous stockez les recyclables dans un sachet, il faudra vider le contenu des sacs directement dans la poubelle et ne pas jeter un sac rempli d'emballage. Ça vaut pour les maisons individuelles, mais comment ça va se passer pour les logements collectifs ?
Pour les logements collectifs, le système est identique. Il y a 2 bacs poubelles distincts. Si vous vivez dans un immeuble où les poubelles sont nominatives, vous aurez 2 bacs par foyer. Si ce n'est pas le cas, l'immeuble devra posséder suffisamment de bacs à couvercle bordeaux et de bacs gris avec autocollant jaune pour l'ensemble des résidents. Si ce n'est pas encore en place dans votre logement collectif, vous pouvez contacter le propriétaire de votre logement ou le syndicat de copropriété de l'immeuble pour en savoir plus. Et si vous êtes propriétaire, il faut faire les démarches et prendre contact avec la communauté de communes pour mettre en place les nouveaux bacs. Je crois qu'il était question aussi de supprimer le sac vert. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Oui et non. Le sac vert n'est pas supprimé, vous pouvez continuer de l'utiliser, mais 2 alternatives sont proposées pour la gestion des biodéchets. La première d'entre elles, c'est les composteurs individuels. Ils sont mis à disposition gratuitement par la collectivité à une condition. Il faut suivre une formation auprès d'un maître composteur. Ces formations sont bien sûr organisées par la communauté de communes. Il faudra s'inscrire en contactant directement la collectivité. Il y a déjà des dates pour ces formations ou pas du tout ? Pas de date communiquée pour l'instant, ça démarrera probablement cet été. Si vous ne suivez pas la formation, vous pourrez tout de même acquérir un composteur, mais ce sera payant. 33 € pour un bac de 300 litres ou 59 € pour le 600 litres. Une autre solution qui a été proposée, c'est la mise en place d'abri-bacs dans les communes qui le souhaitent. Pour l'instant, 9 communes ont choisi de participer à une expérimentation. Il y aura donc des abri-bacs à Bérenthal, Binin, Bitche, Enchambert, Montbronne, Mouterrouze, Petit-Réderchin, Rohrbach et Saint-Louis. Alors est-ce que ces alternatives sont obligatoires ? Non, absolument pas. Il s'agit d'une proposition. Si vous préférez utiliser le sac vert, vous pouvez continuer à le faire en toute tranquillité. Alors ça fait beaucoup d'informations, David. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit récap ? Pour toi, Uranie, j'accepte. Donc le plus important à retenir de tout ce que j'ai dit, c'est qu'à partir du lundi 30 mai au Pays de Bitche, il ne faudra plus utiliser le sac orange pour les déchets recyclables. Il faudra les jeter en vrac dans la poubelle grise et ne pas oublier de coller l'autocollant jaune sur le couvercle du bac, un autocollant que vous recevrez à la maison si vous ne l'avez pas déjà. Tous les emballages sont désormais concernés par le tri. Les sacs bleus et verts seront à jeter dans la poubelle à couvercle bordeaux. Et enfin, il faudra présenter chacune des poubelles une semaine sur 2 pour la collecte. Donc on le rappelle, la semaine du 30 mai, ce sera le bac à couvercle bordeaux et la semaine suivante, celui avec l'autocollant jaune et ainsi de suite. Et si vraiment vous avez besoin d'explications supplémentaires, des réunions publiques sont prévues le 2 juin à Rohrbach et Götzenbrück et le 9 juin à Wolminster et Bitche. Merci beaucoup David pour tes explications. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre note de tout ce qui a été dit, pas d'inquiétude, vous pouvez revoir cette chronique sur notre site internet. En attendant, direction Val-d'Ouz maintenant, où les radars pédagogiques installés il y a quelques années n'ont pas permis de ralentir les automobilistes. Alors en 2020, la commune a fait des tests avec des ralentisseurs provisoires et depuis lundi, c'est l'entreprise Grébil qui met en place des chicanes aux différentes entrées du village. Automobilistes de la vallée de la Horne, il va falloir lever le pied. Grand Rue, rue des Tilleuls et rue du Stade, les 3 entrées du village de Val-d'Ouz sont dorénavant sécurisées. Les chicanes sont installées à 50 mètres du panneau d'entrée de l'agglomération. Ces chicanes doivent permettre de ralentir une circulation particulièrement dangereuse à ces endroits. Une bande de macadam a été réservée entre le trottoir et le ralentisseur pour permettre le passage des vélos. La commune voisine de Walchbronn a également effectué des tests il y a quelques semaines. La rue qui relie les 2 communes devrait voir s'installer d'autres dispositifs de ce type à l'avenir. Des dispositifs pour sécuriser la route et ses usagers, une thématique abordée par les élèves des classes de CE1 à CM2 de l'école Pasteur de Bitche. Ils ont d'ailleurs reçu leur permis piéton il y a peu, après 5 semaines de formation avec les institutrices autour de la sécurité routière et des règles à respecter en tant que piéton. Les gendarmes de Bitche-Lemberg sont aussi intervenus pour les sensibiliser. Pour recevoir le précieux diplôme, ils ont dû répondre à 12 questions et avoir un minimum de 7 bonnes réponses. Alors c'est la première école de Bitche qui a suivi ce programme national, mais plusieurs autres établissements de la ville et du pays de Bitche suivront. Les tout-petits aussi ont leur festival du 7 au 18 mai. La médiathèque communautaire de Sarreguemines a proposé plusieurs ateliers et spectacles aux familles. Les plus jeunes étaient âgés de seulement quelques mois. Alors pourquoi mettre en place des animations pour la petite enfance? Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Mon petit loup, mon cassoulet d'amour. L'accès à la culture à tous les âges. Jérémy Gassman et Andrea Visitu de la Compagnie des Eaux présentent Tête d'œuf.
un spectacle qu'ils ont écrit il y a bientôt 10 ans pour un festival de la petite enfance et qu'ils présentent régulièrement, comme ici, à la médiathèque de Sarreguemines. Parmi les spectateurs du jour, certains ne sont âgés que de quelques mois, d'autres ont 3 ans ou encore 6. Les comédiens ont donc travaillé ce spectacle pour qu'il s'adresse à tous. C'est le rythme qui compte énormément. L'attention de l'enfant n'est pas très longue, donc il faut rechanger de scène, de propos, donc le visuel, le mouvement, la musique. Après, dans notre spectacle, en effet, il y a beaucoup de textes, donc tout le monde, on va dire, un enfant de 6 mois ne va pas comprendre, mais un enfant de 6 mois, on lui parle quand même, donc on ne se tait pas jusqu'à ses 3 ans. Donc il va prendre quelque chose quelque part. Donc il va s'attacher peut-être à la musique, il va s'attacher à un regard, il va s'attacher à un déplacement. Un spectacle qui tend également à l'ouverture d'esprit des plus jeunes. Ce spectacle est multilingue aussi pour ça, c'est-à-dire il y a des langues étrangères multiples afin d'ouvrir les oreilles de l'enfant. Ce spectacle était l'un des derniers événements proposés dans le cadre du Festival de la petite enfance Héron, Biberon, Petit Patapon, mis en place par la médiathèque communautaire. Pour cette 8e édition, petits et grands pouvaient assister à des spectacles, des ateliers artistiques et bien-être ou encore des lectures. Ils sont très curieux, donc ils veulent découvrir plein de choses. Donc c'est vrai que c'est le moment où on introduit le livre ou le monde du spectacle à cet âge-là. C'est important pour leur faire découvrir ce monde là, différentes formes artistiques. En dehors du festival, la médiathèque propose chaque semaine des animations culturelles pour les tout-petits, bébés rêveurs ou encore les mercredis ça compte. On va marquer une courte pause pour s'intéresser aux prévisions météo de demain et puis juste après on retracera les événements marquants de la carrière de Christophe Salin, sous-préfet de l'arrondissement. A tout de suite. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, depuis quelques jours, voire semaines, on entend partout que les températures ont atteint des records pour un mois de mai. Et pourtant, si on regarde en arrière, il n'est pas impossible de voir un mercure à 30 degrés sur notre secteur pour un mois de mai. Comme par exemple le 28 mai 2017 à Volminster. Mais il s'agit là d'un seul pic à 30 degrés sur un mois où la majeure partie des températures maximales étaient sous la barre des 20 degrés. Si on compare avec le mois de mai de cette année en Moselle, on constate à l'inverse que la majeure partie des températures maximales se situe au-dessus de la barre des 20 degrés. Et c'est en ça que le mois de mai 2022 est le plus chaud jamais observé, parce que la période s'étend maintenant sur plus de 30 jours consécutifs de température au-dessus des moyennes de saison, avec plus 2,7 degrés d'écart entre les moyennes. Et on continue sur cette lancée pour demain avec des températures toujours très élevées avec 29 à 31 degrés au plus chaud de la journée. Mais côté ciel, c'est un temps instable et chargé qui nous attend. Les nuages seront nombreux et à caractère orageux. L'instabilité sera plus forte en début de journée et on devrait retrouver des éclaircies en soirée. Demain, nous fêtons les Bernardins et il fera jour de 5h46 à 21h17. Passez tous encore une très belle journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Envie de vacances au cœur de la nature? Bientôt au camping d'Aspelshit. Venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter.
un apprenti, ça coûte cher ? Non, un apprenti ne coûte pas cher, son coût est nettement inférieur à un salarié lambda et tout au long de sa formation, il acquiert des connaissances qui lui permettent de rendre des services à l'entreprise. Du coup, on est gagnant-gagnant. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. En ce mois de mai, Café Grain-Sel se transforme en Make Grain-Sel et vous invite pour 2 heures de spectacle en Platz. Pour ce numéro très spécial rythmé par de l'humour et de la musique, Suzanne et Sébastien seront sur la scène du Casino de Sarreguemines en compagnie de leurs invités Martine et Bertrand, mais également Joachim Veillant, Elvis Tangel et Ornicar. Pour ne rien manquer de ce Make Grain-Sel, rendez-vous dimanche 22 mai à 14h30 au Casino de Sarreguemines. Comme promis, je partage la suite du plateau avec une personnalité locale, le sous-préfet de l'arrondissement, Christophe Salin, qui va bientôt prendre sa retraite et qui répond à nos questions. Alors avant de faire le point sur votre carrière et ce qui a été marquant, j'aimerais qu'on fasse un petit retour dans le passé. Lors de votre arrivée, c'était en 2013, regardez. En tant que sous-préfet d'arrondissement, ma principale mission, ça va être la bataille pour l'emploi, promouvoir les politiques publiques d'accès à l'emploi, notamment d'emploi des jeunes, et puis faciliter la vie des chefs d'entreprise, ne serait-ce que pour l'activité partielle ou pour avoir accès à des crédits publics, notamment par le truchement de la banque publique d'investissement. Alors ça c'était donc en 2013, 9 ans après, mission accomplie ou pas? Alors, mission accomplie j'espère, mais en tout cas je n'ai rien à ajouter ni à retrancher à ce que j'ai pu dire à mon arrivée. J'ai passé mon temps toutes les premières années à visiter au minimum une entreprise par semaine. Parce que c'était effectivement la bataille pour l'emploi de façon très simple, mais permettre aux entreprises d'avoir tous les moyens pour leur propre prospérité, et c'est-à-dire des créations d'emplois. Et il y a encore quelques jours, à l'invitation de la chef d'entreprise, je participais à un tour de table pour la prospérité de cette entreprise, une entreprise emblématique du secteur, l'entreprise Verissima, par exemple. Alors justement, c'est ce que j'allais dire, on vous a souvent croisé, en tout cas notre caméra vous a souvent croisé lors de visites d'entreprises sur le secteur. Donc c'était pour comprendre leurs enjeux. Est-ce qu'il y avait aussi un aspect financier qui rentrait en compte, une participation de l'État pour cette prospérité ? Alors, parfois oui, parfois non, mais il est vrai qu'avec la crise Covid, qui n'est pas seulement une crise sanitaire, mais une crise économique, le plan France Relance a été pour permettre aux entreprises justement de relancer leur activité, très simplement, et de nombreuses subventions ont été versées à des entreprises de l'arrondissement dans le cadre de leur diversification, dans le cadre de leur investissement, et puis dans le cadre de cette crise, il y a ce qu'on a appelé l'activité partielle, c'est-à-dire le chômage partiel, qui a permis d'éviter les suppressions d'entreprises par dizaines dans l'arrondissement. Les chefs d'entreprise m'en ont souvent témoigné. Alors aujourd'hui, en tout cas dans quelques jours, on va dire le 20 juin, c'est ça si la date est bonne, vous prenez votre retraite. Quels événements ont marqué votre carrière? Maintenant vous avez un peu de recul à la sous-préfecture de Sarreguemines. J'imagine peut-être déjà la période Covid. Oui. Alors, quand vous parlez de ma carrière, ça va être la partie sarregueminoise. Tout à fait. Parce que j'ai un peu plus de 42 ans d'activité de service qui m'ont permis de découvrir des régions absolument extraordinaires comme la Nouvelle-Calédonie ou la Guyane. La crise Covid a été effectivement aussi brutale pour tout le monde que difficile, très dure. Sous l'égide du préfet, nous les sous-préfets, été mobilisés. Alors, je dois le dire maintenant, 7 jours sur 7.
visioconférence chaque jour pour faire un point de situation, alimenter le préfet d'informations du terrain, mobilisation avec les forces de l'ordre, gendarmes, policiers, mais aussi sapeurs-pompiers en tant que de besoin. Ça a été une période très stressante, usante, nerveusement. Il ne s'agissait pas de lâcher prise ou d'abandonner, et il s'agissait d'être là et d'être aussi à l'écoute des maires, de leur apporter conseils et informations. J'ai animé une visioconférence hebdomadaire pendant des semaines et des semaines à cet effet, avec tous les maires qui souhaitaient y participer. Ça a été quelque chose de tout à fait exceptionnel, mais que je ne souhaite à personne de revivre. Très bien, merci pour ce petit témoignage déjà sur cette partie-là. J'imagine que sur la partie sarregueminoise, vous avez eu d'autres gros dossiers qui ont été impactants. Je ne sais pas si vous en avez quelques-uns en tête. Alors oui, il y a des dossiers d'ordre économique et puis des dossiers qui touchent à la sécurité. Un dossier d'ordre économique mais aussi culturel, c'est le site Verrier, l'aventure du site Verrier de Meisenthal, qui a enthousiasmé les fonctionnaires de la direction des affaires culturelles, mais qui m'a aussi enthousiasmé. Nous avons maintenant une des salles de musique les plus modernes de France. Nous avons un centre d'art Verrier qui travaille et qui prospère, un nouveau musée, et nous avons là une pépite dans un fond de vallée qui, j'espère, deviendra célèbre dans toute la France et, comme nous sommes près des frontières, aussi dans l'Europe. Et puis des dossiers de sécurité. Alors, autant le site Verrier a duré des années, autant un autre dossier de sécurité a duré des années et sera terminé en 2025. C'est le plan de prévention des risques technologiques d'Ineos Chimie à Sarralbe. Parce que c'est une usine complexe qui fabrique des matières plastiques, mais avec des produits à base du pétrole qui sont dangereux, qui peuvent brûler, qui peuvent exploser. Et donc, il y avait la nécessité d'avoir ce plan de prévention de risque qui est très complexe, qui est très cher, 42 millions, supporté à 40% par l'État, à 40% par l'entreprise, pour l'essentiel. C'est un effort financier très important de la part de l'État et de l'entreprise, mais c'est aussi un effort de services de l'État, les services de la direction de l'environnement, les services de la direction des territoires pour l'équipement, qui ont travaillé avec mes côtés en partenariat très étroit avec l'entreprise. Nous en voyons maintenant la fin, puisque le plus gros est vraiment très largement derrière nous. C'est un chantier qui m'a pris beaucoup d'énergie, parfois quelques sueurs froides, parce qu'il fallait recueillir les signatures de conventions, notamment de financement, et le nerf de la guerre est toujours difficile à obtenir. Alors, en vous écoutant, on se rend compte qu'on a peut-être une méconnaissance aussi du métier de sous-préfet. C'est beaucoup d'administratifs, mais c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup de rencontres, alors finalement. C'est beaucoup de rencontres, et d'ailleurs, TV Mosaïque Cristal est héritière d'un reportage dans les coulisses du sous-préfet que vous pourrez retrouver, rediffuser si vous en avez envie. C'est beaucoup de rencontres informelles, des réunions de bureau, mais où des décisions peuvent être prises et qui sont tout aussi importantes pour l'avenir des entreprises ou les investissements des collectivités territoriales. Je ne vais pas donner de chiffres, mais sur les 3 dernières années, 2020, 2021, 2022, c'est 6 millions d'euros de subventions qui ont été de l'État, qui ont été apportés aux projets des communes et des communautés de communes et la CASC. Alors, à côté de ça, il y a aussi tout ce qu'on pourrait appeler cérémonie, donc les inaugurations. On a eu l'illustration tout au long de ces dernières semaines, des cérémonies de naturalisation, des passations de commandement, toutes ces choses-là, avec souvent des images de vous portant l'uniforme. Je sais que ça vous tient à cœur. Ça vous fait beaucoup de souvenirs avec cet uniforme ? Oui, beaucoup de souvenirs. Parce que l'uniforme du corps préfectoral est unique, parce que le corps préfectoral, c'est une création française de Bonaparte en 1800, donc il y a très longtemps, et c'est avec des symboles républicains extrêmement forts, et donc effectivement j'y suis attaché, et d'ailleurs pour l'anecdote, j'ai présenté l'uniforme, je ne le
portait pas sur un porte-manteau, dans de nombreuses interventions dans les collèges et les lycées de l'arrondissement, notamment après les attentats de 2015, parce qu'il m'a semblé nécessaire d'aller porter une parole de pédagogie républicaine auprès des collégiens, auprès des lycéens, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Alors, vous allez laisser votre bureau et la sous-préfecture le 20 juin prochain. Est-ce qu'il y a une suite qui prendra les rênes finalement après vous? Vous savez déjà? Alors, dans un arrondissement de 100 000 habitants, il y a nécessairement un sous-préfet présent. D'abord, s'il n'y a pas un nouveau sous-préfet rapidement, c'est le sous-préfet de Forbach qui fera l'intérim pendant quelques semaines, comme j'ai fait l'intérim de Forbach en 2016 pendant 3 semaines. Et il y aura un nouveau sous-préfet qui sera désigné par décret du président de la République, comme le veut l'institution. Et à titre personnel, pour finir, pour vous, c'est quoi la suite? On connaît quelques-uns de vos loisirs, que ce soit la moto ou même l'apiculture. Est-ce que ce sont des choses qui prendront une part entière dans votre vie maintenant? Qui prendront une part beaucoup plus importante, je l'espère. La moto, mais aussi le vélo, pour pouvoir se déplacer dans différents sites, sur la route ou dans les chemins quand c'est à vélo. Et puis les abeilles, que j'ai découvertes d'ailleurs ici dans cet arrondissement, en rencontrant beaucoup d'apiculteurs. Et donc je vais continuer à m'intéresser à ce petit insecte dont la société a absolument besoin. Einstein disait « Si les abeilles meurent, le monde meurt en moins de 2 ans ». On ne sait pas s'il a prononcé cette phrase, mais en tout cas, il faut garder à l'esprit cette parabole pour préserver notre biodiversité et les paysages magnifiques de Moselle-Est. Très bien, je pense qu'en plus en Moselle-Est, on va continuer à vous voir. En 2013, vous disiez aussi à notre micro que vous étiez vous assumiez fièrement votre moustache et je pense qu'on la verra encore sur le secteur dans les prochaines années. Très bonne retraite à vous. Merci. Après avoir terminé un métier passion, je vais me consacrer à d'autres passions. Moustache au vent. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Ce sera le mot de la fin. Pas d'inquiétude du côté de Mosaïque Cristal. On ne prend pas de retraite. On se retrouve dès demain pour un nouveau journal. En attendant, très belle journée et prenez soin de vous.